Ne t'inquiète pas. Et bonjour tout le monde. Et je m'appelle Joseph Jean-Gilles, je suis directeur de GAPVI et c'est moi qui vous accueille ce soir dans le cadre du quatrième et dernier événement du 22 cycle annuel des conférences sur le VIH-Sida de l'Université Concordia. Et bienvenue à tous les étudiants, à toutes les étudiantes, membres du corps enseignant, bénévoles et membres de la communauté et membres du public. Le projet sur le VIH-Sida de l'Université Concordia a pour mandat de rejoindre l'ensemble de la communauté universitaire et, dans une plus large mesure, la population montréalaise. Ce cycle de conférences poursuit aussi d'autres objectifs comme offrir un espace permanent de dialogue et de recherche interdisciplinaire sur le VIH-Sida dans la région. Il vise aussi à amener le monde universitaire à réagir à la crise sociale engendrée par le VIH-Sida et l'inclure dans sa mission pédagogique. Il vise également à sensibiliser le public aux aspects sociaux, scientifiques et culturels de la pandémie du VIH grâce à un programme d'éducation communautaire à multiplication d'échanges avec la communauté universitaire et aussi à inciter le bénévolat et le militantisme. Finalement, le cycle de conférences vise également à favoriser au sein de la population étudiante l'émergence d'une nouvelle génération de chercheurs, de militants, de professeurs engagés dans la lutte contre le VIH-Sida. Avant que la conférence ne commence avec notre invité d'honneur, nous aimons remercier d'une façon particulière tous nos commanditaires, sans qui cette soirée ne sera pas réalisée. Nos principaux commanditaires étant le VIH-Care, Vie Soins de Santé, l'Institut Simone de Beauvoir, le rectorat de Concordia et la COCSIDA. Pour l'événement de ce soir, nous nous sommes associés à GAPVI en plus des départements de l'Université Concordia. L'Institut Simone de Beauvoir, naturellement, le département de sociologie, le département d'anthropologie, le département de théâtre, le département de l'histoire de l'art, des communications, des sciences humaines appliquées, de religion, le département de géographie, urbanisme et environnement, les sciences sociales. La soirée, ce soir, va se dérouler par d'abord la présentation de notre conférencière, Madame Boussiko, qui est notre invitée, et qui sera suivie du documentaire. Après, il y aura une période de 30 minutes pour les échanges. Et maintenant, quelques consignes. Je vous demanderai d'éteindre vos cellulaires. Je pense que moi, je l'ai déjà fait. D'envisager, si vous envisagez de faire des dons, il y a un formulaire qui est disponible quelque part en arrière. Au moment opportun, on le fera circuler. Mais avant, permettez-moi de vous présenter notre invitée d'honneur, qui est Madame Esther Boussiko Stanislas, qui est née à Saint-Marc, en Haïti, en 1960. Elle a été diagnostiquée séropositive en 1995, à la suite de la mort de son mari et de son fils, qui est né séropositive. Elle décide de se dédier à sauver les autres d'un tel sort. En décembre 1998, elle accorde une première entrevue à propos de sa maladie à la télévision privée, la première fois en Haïti qu'une personne vivant avec le VIH-Sida l'affirme publiquement. D'une telle manière, son témoignage a provoqué un scandale à Saint-Marc, qui est une petite ville, une localité. Elle a subi l'hostilité des familles de son premier et de son deuxième mari. Ne laissant pas se décourager par le mépris, Mme Boussiko a mis sur pied une fondation, Fondation Esther Boussiko Stanislas, qui se lit FEBS,
afin de prévenir la propagation du VIH et de prodiguer une aide médicale et psychologique pour les personnes porteuses du VIH. La FEV, la fondation qui porte son nom, est un pionnier dirigé par des pairs, c'est-à-dire des pairs qui distribuent des médicaments aux personnes vivant avec le VIH dans les régions rurales et collabore désormais avec Partners in Health, une organisation mondialement reconnue. Accompagnée de professionnels de la santé, elle sillonne les villes d'Haïti et donne des informations et des conseils aux jeunes. Elle encourage l'utilisation de condoms, ce qui est contraire aux morales religieuses catholiques, mais elle croit qu'il est important de parler honnêtement aux adolescents des dangers auxquels ils font face dans un pays où le VIH, où plus de 5% des adultes sont séropositifs. Son expérience en tant que femme, ayant dévoilé publiquement son statut, a influencé son travail auprès des hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes en Haïti. Bien que les choses aient beaucoup changé depuis son dévoilement en 1998, elle peut comprendre les jugements et les commentaires désobligeants qui reçoivent ses clients et amis, hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, grâce à son choix de servir ces hommes-là. Elle s'est transformée d'une audacieuse guerrière du sida à une figure maternelle pour les autres et encourage les plus vulnérables à être moins craintifs face aux préjugés et à la discrimination incessante. Le travail de Mme Boussiko, c'est un travail extraordinaire dans un pays comme Haïti où le VIH, où carrément la question de la sexualité est quelque chose de très tabou. Madame Boussiko, nous accueillons Madame, Monsieur, Madame Boussiko qui va nous entretenir dans les prochaines minutes. Merci, Madame. Bonsoir tout le monde. Chers amis de l'université, c'est un honneur pour moi d'être invité à m'exprimer ici, à l'Université Concordia. Il y a 16 ans, j'étais la première haïtienne à avoir déclaré publiquement sa séropositivité dans les médias haïtiens. Et à cette époque, il fallait avoir beaucoup de courage pour affronter les regards, la discrimination et le rejet, même dans sa propre famille. Aujourd'hui encore, animée par la détermination de m'engager davantage dans ce combat pour la vie, j'ai accepté de venir partager mon vécu avec vous et d'être la porte-parole des personnes vivant avec le VIH/SIDA en Haïti. Ce présent exposé se fait dans un contexte particulièrement difficile pour la République d'Haïti, pays qui, comme vous le savez tous, a été dévasté par un fort séisme le 12 janvier 2010 et dont les conséquences sont jusqu'ici incommensurables sur la population haïtienne en général et notamment sur les PVVIH sérieusement affectés. En recevant cette invitation, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais bien raconter encore une fois sur le sida? Sinon de partager avec vous les souffrances quotidiennes, les nombreux cas de stigmatisation et de discrimination dont sont victimes les personnes qui acceptent de lever le voile pour affronter la peur et le rejet. Qu'est-ce que je pourrais dire que vous ne le savez pas déjà? Nous avons fait de grands progrès depuis l'épidémie du sida des années 90. Le gouvernement haïtien, les partenaires nationaux et internationaux, des volontaires courageux, passionnés, ont aidé à faire avancer la question du VIH/SIDA malgré la stigmatisation, la peur, l'incertitude et les tabous. Sans doute,
Vous ne savez peut-être pas que chaque minute qui passe, un enfant sur 10 risque de naître infecté au VIH. Vous ne savez pas que 18,1% des jeunes LGBT sont infectés au VIH. Vous ne savez pas que près de 8,4% des professionnels de sexe sont aussi infectés. Que sur une population de 14 000 PVVIH, 58% sont des femmes et plus de 11 000 sont des enfants de 0 à 14 ans. Autant vous dire que je pourrais passer le reste de la soirée à vous communiquer des données, mais je me suis dit, pourquoi ne pas partager plutôt un brin d'espoir? Cet espoir que j'ai vu naître en moi alors que j'étais sur mon lit, mourante, abandonnée par plus d'un. Cet espoir qui m'a permis de m'être debout et de croire que j'avais une mission, celle de sauver des vies. Aussi, je voudrais constater avec vous quelques progrès réalisés dans notre lutte, notamment un meilleur accès aux services de prévention, de soins, de traitement et d'appui psychosocial. Toutefois, être sur le terrain en Haïti signifie que nous devons continuer à attaquer un nombre considérable de défis qui ne sont pas révélés rapidement et de manière appropriée pourraient mettre en danger les fragiles progrès que nous avons réalisés. Pour la prévention, en dépit de nombreux efforts réalisés depuis ces 20 dernières années, la prévention de la transmission du VIH reste dramatiquement faible. Haïti reste et demeure le pays le plus fort taux de séroprévalence dans l'hémisphère américain. Sur environ 58 000 Haïtiens qui reçoivent un traitement pour le VIH, 58% sont des femmes. Pas besoin donc de vous dire qu'il y a urgence à intensifier la prévention. Cela doit se faire sur la base de nos réalités de vie, y compris nos contraintes sociales et culturelles, sur la base de notre sexualité. Et enfin, la prévention doit se baser sur des approches scientifiquement validées et non sur des idéologies. Parce que la grande majorité des personnes séropositives ignorent leur statut sérologique, il y a aujourd'hui un immense besoin de renforcer la demande de dépistage tout en développant l'accès aux centres de dépistage, des centres qui doivent être sûrs, accessibles facilement et basés sur le consentement et la confidentialité. Au lieu d'attendre passivement que les gens arrivent, les centres de dépistage doivent aller au-delà des populations. C'est le seul moyen pour permettre un dépistage très élargi et non pas le dépistage obligatoire, contraint ou encore un dépistage basé sur un modèle mathématique parce que les autorités sanitaires veulent des chiffres pour leur rapport. En dépit de meilleur accès aux traitements antirétroviraux en Haïti, nous, personnes vivant avec le VIH, faisons face à d'importants problèmes, comme une décentralisation faible des centres de soins VIH. De même, refuser des soins et certains groupes comme les minorités sexuelles est une autre réalité en Haïti. De plus, ces personnes ont souvent peur d'entrer dans les centres de soins. Les premières lignes de traitement utilisées dans nos centres constituent à inclure des molécules qui ne sont plus utilisées dans les pays développés, en raison de leur toxicité et des effets indésirables. Et après l'échec de traitement de première ligne, les patients haïtiens ont difficilement accès à une combinaison de seconde ligne. Comme vous le savez, c'est vrai que souvent les ARV sont fournis gratuitement dans de nombreux endroits, mais à quel coût pour les personnes qui les prennent? Savez-vous que certaines personnes doivent marcher plus de 10 km pour aller à une consultation, que d'autres doivent arrêter leurs ARV juste parce qu'ils ne peuvent pas payer les frais de transport, que d'autres encore n'ont même pas de quoi se nourrir ou se loger? Ces défis quotidiens pourraient toutefois être relevés à travers une meilleure intégration de soins pour le VIH-Sida dans tous les services de santé, en particulier avec les centres antituberculeux. La très forte stigmatisation et discrimination dont sont victimes les personnes vivant avec le VIH génère des freins à l'accès aux services de prévention, de dépistage, de soins et de traitement. De plus,
La plupart des hommes et des femmes, des jeunes adultes et des adolescents vivant avec le VIH ont un accès limité aux droits et à la santé sexuelle reproductive. Dans notre pays, les problèmes liés au genre ne font qu'alimenter l'épidémie. Ils renforcent le fardeau qui pèse sur les conditions de femmes. Ils renforcent leur vulnérabilité. Aujourd'hui, les différentes formes de violence faites aux femmes en Haïti sont socialement acceptées et sont même pires pour les femmes vivant avec le VIH et les femmes vivant dans les zones de non-droit. Nous, femmes haïtiennes, nous devrions pas rester silencieuses plus longtemps à ce sujet. Dans notre lutte, nous avons réalisé cruellement à quel point les droits humains fondamentaux sont violés dans la plupart de nos villes. Aujourd'hui, alors que nous parlons de reconstruction, il n'y a pas d'accès au logement pour les groupes vulnérables, surtout pour les jeunes filles exposées, tout en sachant que ce manquement les rend plus vulnérables au VIH. Et que dire des minorités sexuelles, des personnes transgenres, des lesbiennes, des hommes qui ont des rapports sexuels avec des hommes, oubliés de notre lutte contre le sida. Ils sont 10 à 20 fois plus affectés par le VIH que la population générale en Haïti. Au-delà de ces défis, je me dois de partager avec vous d'autres soucis importants. En premier, la question des ressources financières à la lutte contre le sida en Haïti. Elle ne couvre pas les besoins et demeure trop peu accessible aux communautés qui luttent contre l'épidémie. Les coupures budgétaires incessantes sur les fonds de PEPFAR et de Fonds mondial sont des sources d'inquiétude pour nous. Le renforcement du système de santé est indispensable, mais doit être fait avec des ressources additionnelles qui viendraient de l'aide au développement, pas en détournant l'argent de la lutte contre le sida. Aujourd'hui, le rôle des acteurs communautaires est pourtant considéré comme important pour améliorer l'accès à la prévention, aux soins, aux traitements et à l'appui psychosocial. Mais ils n'ont pas obtenu le respect pour leurs compétences et leur travail. Enfin, favoriser un environnement favorable est à nos yeux plus qu'indispensable. Cela signifie que nos lois doivent s'adapter aux réalités de notre pays. Comment est-il possible aujourd'hui, au XXIe siècle, nous n'avons pas de loi qui protège les PVVIH contre toutes les formes de discrimination dans la société? Comment est-il possible qu'on traite de manière différente certains êtres humains qui sont nos frères et nos sœurs juste parce qu'ils veulent vivre leur sexualité différemment? Ceci est inacceptable. Comment est-il encore possible aujourd'hui, nous faisant face à des conditions qui restreignent la liberté de circulation, de liberté de travailler, empêchent les gens de migrer pour l'unique raison qu'ils sont porteurs du VIH? Voici nos défis, voici nos réalités, plus de 30 ans après la découverte du virus. Mes chers amis, nous sommes des femmes, hommes, des enfants d'Haïti. Nous sommes des personnes vivant avec le VIH. Nous sommes des familles affectées par le VIH. Nous venons d'associations de lutte contre le sida, d'associations de femmes, d'associations de développement. Nous venons de différentes communautés, de différentes classes sociales, de différentes croyances. Nous sommes hétérosexuels, nous sommes homosexuels, nous sommes transgenres, nous sommes des travailleuses de sexe, nous sommes la communauté. Aujourd'hui, ce soir, j'en appelle à votre soutien pour nous aider à renforcer la prévention de la transmission du VIH en prenant compte les besoins spécifiques des populations les plus vulnérables, élargir l'accès aux soins, aux traitements et à l'appui psychosocial en réduisant les contraintes de genre économique, social et culturel, promouvoir les droits humains et la dignité humaine sans exception et partout, avec les lois qui protègent les personnes, sécuriser les financements prévisibles et durables de la part de la communauté internationale, particulièrement les donateurs privés, investir, retenir,
valoriser et promouvoir les ressources humaines des services sociaux et médicaux, y compris les travailleurs communautaires, afin d'assurer la meilleure qualité de service possible pour tous. Et bien évidemment, tout cela ne sera pas possible sans un engagement fort et sincère de nos frères et sœurs de la diaspora. Merci à toutes et à tous. Merci Madame Boussiko, merci. Et maintenant, nous vous invitons à regarder ensemble un documentaire qui retrace le cheminement de Madame Boussiko et qui aussi relate le travail de cette femme remarquable. Regardons ensemble. Au début des années 90, près de 10 ans après la découverte du sida, la pandémie a déjà fait de nombreuses victimes en Haïti. Des victimes qui se comptent dans tous les milieux. Des inconnus, des célébrités, personne n'est exempt. Il faut changer les habitudes de vie, retarder l'âge des relations sexuelles, utiliser des préservatifs, surtout fidéliser les partenaires. Toujours dit que c'est une plus belle fille, c'est moi. Ça a toujours fait un plaisir pour me dire ça. Rêve moi, c'était toujours d'être une actrice, parce que je savais chanter à une époque. Tu vois, c'était rêve moi ça, mais qui n'a pas réalisé finalement parce que j'étais vivre l'autre option dans la vie. Moi, j'étais chanté, monter bicyclette en pile, toujours c'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait cascade. Tout le monde, chaque vendredi, monter cascade, aller acheter melon sous waf. C'était un pile bagaille que tu me fais. Bon, moi, mariée à 20 ans. Au début des années 90, dans une petite ville de l'Artibonite au nord d'Haïti, la vie se déroule sans souci pour des jeunes beaux et élégants. Il y a des clubs, des bars, des plages. Le plaisir est à portée de main. Et les jeunes croquent dans la vie à belles dents. À Saint-Marc, la vie est intense. On ne se refuse rien. C'est la porte ouverte à tous les excès. Les petites folies conduisent parfois à des actes inconsidérés. Au début des années 90, le VIH-Sida fait des ravages dans le monde. En Haïti, de nombreux jeunes sont fauchés et les malades souffrent en silence, isolés. Ils sont mis à l'écart de la société. Les chiffres sur les ravages de la pandémie dans toutes les couches de la société sont alarmants. Mais apparemment, rien n'a changé dans la ville de Saint-Marc. La vie continue pour des jeunes parfois insouciants. Pour certains, c'est l'heure des choix. Esther fait le sien.
pour le meilleur ou pour le pire. Parfois, le bonheur est éphémère. Quelque temps après le mariage, le conjoint d'Esther est foudroyé par une curieuse maladie qui ne dit pas encore son nom. Et même si Marine était testée positive, je t'ai marié avec lui parce que je l'aimais. Elle voulait me donner la stabilité qui me manquait, d'avoir un père et une mère, pour me donner une famille. Elle a fait pour elle par sentiment, mais elle a fait aussi pour moi. Le cœur, c'est bon qu'on peut contrôler. L'amour, c'est pas quelque chose que tu peux contrôler. Ou pas connaître qui est-ce qui font écart. Et bien c'est là danger à eux. Donc, c'est normal, il était bien portant, un homme vivant, comme on le dit. Donc, pas une personne qui t'a doté, donc, puisqu'il était malade. Mais c'est un fait, il était. Pour Esther, l'alerte est donnée quand les premiers signes de la maladie commencent à se manifester. C'est le premier monde, malheureusement, qui diagnostiqué la maladie en cas Esther. Il relève dans le téléphone au matin, peut-être depuis 2 ou 3 ans depuis que je me bats. Puis il relève dans le téléphone, il dit bon, je suis un problème là, mon petit mec malade là, je vais le docteur plusieurs fois avec lui, je vais prendre en charge. Si nous fait test, c'est positif. Ah, c'est une catastrophe. L'idée est une catastrophe pour moi, d'autant plus que relation, amitié vive, Esther enceinte encore. Il porte ton bébé. Mais on doit encore garder le secret. Je suis arrivé malheur. Je dis que je fais test pour les vagues comme ça et que ça a révélé positivement des quittes. Alors que là, c'est VIH. Même pas j'en dis rien. Je l'ai gardé pour moi parce que le docteur a demandé. Tu fais confidence, tu dis non, qu'un secret, pour moi, pas dit rien. Pourtant, Esther sent son corps s'affaiblir. Ses forces commencent à l'abandonner. Son état de santé se dégrade. Elle souffre en silence. Je suis dans tous mes états, je suis presque mourir là, mais certitude là. Malgré ça, je me dis, je ne vais pas mourir, mais le m'a fait test, le docteur a dit, Esther, c'est ça. Je connais vraiment que je vais mourir pour tout le monde. Le jour arrive où enfin elle veut se confier à ses proches et révéler le mal qui la ronge. Moi, je suis à beaucoup de mamans qui couchent. Et puis, moi, je fais. Je dis comme ça. Ça bien, Esther. Je suis envie par la soeur, soit envie par la reine. Il prend dans sous galerie. Il dit, moi, connais Bob est malade. Je dis, ça, Bob est bien. Il dit, Bob est bien, sida. Je dis, ah, moi, je ne sais pas quoi. Je ne sais pas juste que leur voyer médicaments pour Esther, je crois. Le malheur, souvent on pense que ça n'arrive qu'aux autres. Mais la solidarité est spontanée. Toute la famille se rassemble autour d'Esther. Pas question de l'abandonner dans ces moments difficiles, dans ces moments si fragiles. Et le corps s'affaisse, érodé par la maladie. Chaque jour qui passe, la douleur est plus atroce. Et puis, on voit la fin en face. J'aurais moi détaché de tête, moi. Dès mon physique assez inquiétant pour ça. Le poitrine son cas. Le gonzona son autre cas de douleurs atroces qu'on gagne. Le gagne en peste au niveau vaginal et à l'anus. Les deux se rencontrent avec des plaies. Alors moi dis c'est pour nous comprendre que ça s'y arrive. Esther va pas parler. Esther pratiquement fait mourir parce que bah ça craint de la mort. Balle de tout ça pour nous. Pas de monde pour mal. Voyez l'hôpital. Mettez dans la salle devant. Dès que dans le stade que je connais que je vais mourir, je dis bon, dans l'esprit, je vais connaître que ça vient après, ça me va jamais. Mais quand on croit que tout est fini, une lueur apparaît à l'horizon.
T'es une cousine qui était venue Esther ici. Hein. Et puis, entre eux, ils concerté, t'es une Marie, cousine qui était en France à l'époque. Et puis, il dit qu'il a essayé de demander est-ce qu'il est capable de joindre, capable d'aider dans ce sens. Mais nous-mêmes, nous ne pas connaître. Et puis, ce même jour, il était avec la cousine, il a pleuré. Nous recevons un coup de fil, nous dit pour rentrer Port-au-Prince. Il veut les médicaments pour lui. Là que le bras Port-au-Prince, on prend 2 jeans, mettre sur lui. On prend un fil, l'étape en sérum. Je m'arrête avec lui, je mets 2 chandails sur lui plus son maillot. Pour le faire semblant de bagaille. Le moment est venu de parler au grand jour, de témoigner. Esther surprend par cette volonté de parler, ce désir de ne plus vivre enfermé. Il fait un rêve, mais ça qui m'a dit, il faut le faire pour le sauver, il faut le faire témoignage de maladie, il faut le raconter de public. Il dit, tu as suffisamment de courage pour faire ça, il dit, je vais foncer à tombeau ouvert. Malé, moi, j'ai rencontré quelques amis, moi, que moi, j'étais portugaise, mais j'avais le docteur Claude Surena. Je dis, docteur Surena, je vais qui est bien, il faut que je m'aille. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux raconter? Je dis, c'est pas possible. Je vais qui est bien, il ne faut pas dire. Parce que j'ai besoin de vivre bien, pas vivre bien. Je vais qui bloqué. Je dis, mais si ça me t'a aimé faire, ce sont témoignages, etc. Je dis, oui, je aimé témoigner, mais c'est la télévision. Je dis, non, mais Esther, il faut faire par étapes, il faut préparer mon avant qu'on fasse tout ça. Vraiment, les dîmes pour ça que la femme, moi, docteur Original Dubin, que j'ai été voir. L'aime recevoir Esther, hein, et franchement, il me fait le compliment, me voit un gros coup de chapeau pour lui parce que moi, son femme qui a courage, un monde qui décidé pour entrer dans la lutte là, pour sensibiliser l'autre monde qui a tendé, l'autre jeune, en pile monde saisi comme on a tout courage ça pour parler dans l'émission, pour le dire que le séropositif. Je ne sais pas dire qui connaît qui l'homme est infecté et comment m'infecter, mais sur ce bagage que je connais, Marie mourit de sida. Donc, peut-être quelques temps après, moi-même, moi, j'ai une malade, tout, moi, j'ai sida. L'autre ou une malade, c'est quand tu as commencé à développer signes avec symptômes de maladie, c'est ça? Réginal, moi, j'ai sida. Mais la radio est anonyme. Tu vois, au derrière le micro, il y a tant d'autres, mais il n'y a pas de visage. Donc, tu as encore gagné peur de cette discrimination qui existe encore. Donc, grand pas pour te faire, pour te parler de séropositivité dans la télévision, il n'est pas trop prêt. Donc, c'est ça que je travaille avec elle. Quand je suis arrivée, elle m'a bien reçue. C'est une personne vraiment gentille. Un jour, il dit, Madame Damier, moi, je suis prête pour me parler dans la télévision, pour voir figure comme un monde qui a sida. Mais, bon, mon petit temps encore. Parce que petite moi, mon grand petit de 16 ans, il n'est pas prête lui-même. Donc, il faut me préparer pour leur maman fin paraître avec figure. Yo maman gen sida, pour leur arriver à l'école demain matin, il faut me préparer pour le cas défendre, pour leur poser des mauvaises questions, pour le cas répondre. Le samedi admiré dans le cas Esther. J'étais là avec un ami qui habite dans la ville. Et puis, il y avait l'autre groupe d'amis qui était et puis qui était là. Et puis, qui annonçait que, mais il n'a pas de connaître que moi j'étais là. Et puis, il dit, ah, on pas attendre que madame aussi comme malade. Et puis, il dit, oui, m'apprendre que le sida. Il était chez elle en courant, je suis venue ici. Et puis, il me dit, ma tante, dis-moi ça, maman gagne. Tout en pleurant, je dis ça, maman gagne. Et puis, il dit, bon, maman malade. Mais là, il paraît là quand moi, à chaque fois que je regarde, il me dit comme ça que c'est pas possible. Mais on me dit, ça doit gagner. On l'a pour moi le regarder, moi, je ne pense pas. Je dis, Michel, qu'est-ce que tu as? Il dit, bien, maman.
Je dis, ah, comment monsieur que tu as? Mais là, ça me malade, dans tous mes états. Et puis, il dit, moi, maman, il dit, moi, que, est-ce que c'est vrai parce que peut-être dans la rue, il y a dit qu'on a sida? Je n'ai pas réfléchi du tout, mais que dire, oui, c'est vrai. J'ai le sida. C'est un choc parce que son bagage qu'on pas entendre, et puis comme si le traumatisme qui a l'entendé en bagage comme ça, c'est que tu sais que c'est une maladie incurable. Réactionner, il prend dans le bras. Elle a beaucoup pleuré. Moi, je dis, je ne suis pas responsable, c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, que sa volonté soit faite et non la mienne. À la radio, puis à la télévision, elle ne cache pas son visage, ni non plus son mal. Esther Boussiko, bonsoir. Vous m'avez demandé beaucoup de fleurs à cette émission, en guise de décor. Je vous ai donné beaucoup de fleurs. Mais avant de commencer, je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voulez toujours faire l'émission avec moi? Bien sûr. Il n'y a pas de problème à ce que la caméra soit projetée, vous projette? Non. Il n'y a pas de problème? Il n'y a pas de problème. Bon, alors Patrick, on peut dire bonsoir à Esther Boussiko. Bonsoir. Mes parents ne voulaient pas. Ça, vraiment, c'est une étape qui était très difficile pour moi. Carlo fréquentait chez moi assez souvent pour pouvoir percer ce mystère. Parce que je dis, c'est pas logique pour, avec autant d'aisance que me dit, me parler dans la télévision. Esther, vous imaginez que, pour moi, on peut inviter, même chez tout le monde. Vous imaginez ça? Oui. C'est la première fois que une femme aussi belle vient à la télévision, à Convergence, et soit prête à dire, bon, d'accord, qu'elle est séropositive. Ou séropositive? Oui, parlons-moi séropositif, et c'est vrai. C'est vrai. C'est-à-dire que vous malade, vous avez sida? Oui, bien sida. Vous pas peur dire? Non, je n'ai pas peur. J'ai suivi son émission et puis à la fin, j'ai dit, bon ok, peut-être que maman, c'est un petit doute toujours que peut-être que ça déclenche. Et puis j'ai dit, Carlo Portier, et puis j'ai écrit un petit mot, j'ai dit, Carlo, tu peux remettre ça à maman pour moi, parce que je sais qu'au moins ça aide pour elle en support. Avant l'émission, de couleur, j'ai rencontré votre fille, m'a abordé. Votre grande fille m'a abordé. Elle m'a remis un papier. Elle m'a prié de lire pour vous. Est-ce que je peux lire pour vous? Bien sûr. Publiquement? Oui. D'accord. Attends-moi. Mon premier, il m'a parlé de Dieu. Voilà, je vais le dire. Attends-moi. Voilà ce qu'elle dit. Elle dit, maman, en sauvant les autres, tu seras sauvé. Bon courage, je suis fier de toi. Ta fille, Michel. Alors, j'ai fait le message. Pas de mériter pour bon Dieu, t'es bon mon petit comme ça. Il comprend moi, il remet, il accepte, il donne tout support possible et imaginable. Esther, c'est un monde qui t'a accepté que le séropositif, mais ça qui est belle qu'à Esther, c'est que il n'a pas pris séropositivité quand on bagaille vient fini. Il vient décider bon séropositif, m'a déclaré comme séropositif et après ça me prend les pieds dans la lutte là. Quand Esther se sent mieux dans sa peau et dans sa tête, elle veut aller parler aux autres. Alors commence une nouvelle vie pour celle que l'on croyait à jamais perdue. Car il faut vivre. Continuer à vivre. Et ne pas se laisser vaincre par la peur. Oublier son mal. De fait, un nouvel enfant naît au moment où Esther est testée séropositive. Un nouvel enfant, Stéphanie, qui arrive comme un cadeau du ciel. L'autre là, ça me fait avant, il est né positif et il est mort, il est resté positif. Stéphanie, elle est née séropositive. Mais elle a fait une séroréversion, elle est venue négative toute seule. Ça qu'on arrivait dans des cas, bon Dieu, pour moi, ça arrivait. Oh, c'était merveilleux. L'homme connaît ça, bon Dieu. Merci seulement. À chaque fois, c'est merci, mon Dieu, merci, bon Dieu. Je ne peux pas dire rien encore.
que merci. Témoigner ne suffit peut-être pas à faire oublier, à changer le regard ni le comportement des autres sur une personne vivant avec le virus du sida. Comme j'ai fait l'expérience, il y a des gens qui ont peut-être avlé une relation avec mais puis dès que on connaît que maman est malade ou bien on connaît qui maman, bah jamais à l'école. Deux amis que moi te connais, que moi te connais qui dès que fin comme a dit maman que me bailler encore comme ami. Deux gens que me te fréquenter, que me te connais à l'aise la caillou, que me pas à l'aise la caillou encore. Deux gens qui te connais fin ouais maman que maman te connais de comme amis, qui te à l'aise avec maman comme maman amis. Ça finit. Mais Esther ne se détourne pas de sa mission. Elle consacre son temps à réconforter les autres. Elle est partout, la voix qui témoigne pour ceux qui souffrent en silence. Esther prend la tête de la lutte contre la discrimination. Elle est reçue partout. Elle est le messager d'espoir. Moi, je sais que je suis en mission. Si je ne suis pas en mission, le niveau que je me dis, je suis supposé mourir. À Saint-Marc, Esther crée sa propre fondation. Elle reçoit le support moral et financier de nombreux organismes internationaux. Nous demandons de les protéger pour qu'ils puissent toujours apporter leur encadrement à Esther Boursicot. Cette cérémonie de lancement officiel du projet CAPEBS qui a bénéficié de financement du Fonds mondial pour combattre le VIH-Sida. Avant parler. Pour nous toute base Antibonite, mais nous pas de moyens pour nous faire. Nous commençons Saint-Marc parce qu'on connaît que Saint-Marc c'est ville natale moi tiens aller en pile, son côté moi et tout le monde était malade. Donc tout le monde est capable de pression message à plus facilement passer que l'autre côté. Elle engage des volontaires qui partent sur le terrain, dans les quartiers chauds de la ville, à la rencontre des prostituées et des jeunes exposés à la maladie. Et puis, ou en élection, parce que je crois que c'est en élection. Cette idée qu'au niveau de la fondation, on veut monter un groupe de jeunes, un club de jeunes. Les activités de la fondation, on travaille avec les jeunes à l'école. Allô, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde est là? On est là. Je crois que c'est toute l'équipe. Ah, Hassan, plusieurs familles là. Pas besoin d'incriminer, mais nous avons besoin de montrer que nous sommes capables de sécuriser l'acte que a fait, acte sexuel que a bien avec partenaires multiples, avec différents types de personnes, nous sommes capables de sécuriser. Ce qu'on admire le plus chez Esther, c'est son courage pour avoir témoigné. Mais ce n'est pas tout. Le témoignage est peut-être une thérapie, mais seul, il ne guérit pas. Alors, il faut se soigner régulièrement. Esther s'y consacre. Moi-même, je prends 75 graines par jour. Plus je prends insuline, plus je prends remède pour tension.
bon, pas contrôler encore. Maintenant, on a fait les tests, je suis indétectable. Ça veut dire que le virus est tellement minime dans le sang qu'on ne le voit pas. Mais je peux toujours contaminer, mais je ne vais pas être malade. Et dans la ville, tout le monde commence à parler du mystère d'Esther, du miracle d'Esther. Oui, c'est bien moi. Oui, dis-moi. Bonne nouvelle. Il n'y a pas un seul supplice qui m'obligerait à ne pas dire que c'est un miracle du Seigneur. Miracle, ok, mais on dit quand même, on bagaille, c'est que Esther a une chance, c'est que il y a un monde qui a soutenu, il y a une famille qui a soutenu et qui a une possibilité pour eux-mêmes, ils ont faire joindre traitement, leur médicament viennent paraître. Et même si ils n'ont pas de disponible net en Haïti, mais c'est une chance ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les jouent une chance là et les précourager pour faire tout le monde capable de participer. Cliniquement, Esther va supposer vivre encore. Donc s'il l'a, c'est parce que je vois Jésus, un bon Dieu, qui choisit pour faire ce travail là. Donc son travail que moi-même, ça va bien. Ça te permet tout que il y a d'autres personnes qui sont positives, qui étaient cachées, qui te paient la société, façon société à travailler contre eux-mêmes. Ils viennent mettre tout dehors. Ils ont même tout commencé vraiment, ils reconnaissent qu'ils ont une responsabilité, même Jean-Esther a une responsabilité en tant que citoyenne, ils ont même tout reconnaissent qu'ils ont une responsabilité dans le pays en tant que citoyen. Moi, je pense que les tirent en sonnette d'alarme d'une part, ils prouvent un peu le monde que la vie n'est pas finie, que toujours un lendemain, que vous êtes capable de vivre, vous êtes capable de continuer la lutte là vraiment. Et je pense que l'ouvrir porte pour un pile monde qui peut-être pas jamais déclaré, si les-mêmes n'ont pas de courage pour le faire un jour. Esther, c'est vrai, c'est un modèle et c'est un modèle que en pile PPVIH t'a dû suivre. Au début du XXIe siècle, les PVVIH se comptent par centaines de milliers en Haïti. Beaucoup souffrent en silence, d'autres partent incognito. Tous n'ont pas la même chance qu'Esther, l'espoir d'une nouvelle vie. Alors le combat contre la propagation de la pandémie du sida doit être mené sur tous les fronts. La prévention, l'abstinence, la fidélité. C'est que je ne vais pas mourir sans pas réaliser le rêve. Le rêve, c'est que pour fondation structurée, pour fondation vraiment aider les gens qui ont sida, pour faire réintégration sociale de monde. Pour ce rêve, c'est pour les gens qui ont été monde même tout. Parce que pour moi, c'est le grand pire pour moi merci. Dieu d'abord, ma famille ensuite. Mes enfants, mes amis, les gens de ma communauté. Je ne pas faire particularité, parce que je n'ai pas de temps pour me dire chaque mot. Mais je remercie en pile du fait que j'ai accepté en tant que tel. Et ceci, on a constaté, quel que soit le côté de passé, ils ont accepté. Et je me dis un grand merci. Et je me souhaité pour faire ça pour toute famille, pour tous les amis, pour tout le monde qui ne pas connaît. Pour faire le même genre que fait pour moi, pour aujourd'hui à mon capitaine. Et maintenant, on est rendu à la période de questions, où nous allons consacrer 30 minutes pour des questions. Les questions peuvent être posées en français ou en anglais. Il va y avoir une traduction, il va y avoir 2 personnes qui circulent avec des micro-baladeurs pour que vous puissiez poser vos questions. J'invite donc
Madame Boussiko à venir en avant pour répondre, pour échanger avec l'auditoire. Est-ce qu'il y a une première question quelque part, Madame? Il y a une question ici. Hello. So weird, my voice is everywhere. Okay, first of all, I just want to say, I don't know if it's just me, but it was really hard to understand the movie. Maybe it's because I'm Anglophone and like my French, I don't know, maybe it's not great. So I would suggest first of all, if you can, at a further viewing, maybe to have subtitles in French or in English, because the French, from the French that I know, it was extremely hard to understand the Haitian French. And like, I know it's the same French, but it's pronounced differently. I know it's the same French, but it's pronounced differently. It was very hard to understand. So that's one thing. Also, what I wanted to know is, are you still, like, this movie was, like, when was it made? Like, okay, so, oh, do you want me to say it in French? No, yes. Il y a quelqu'un qui fait la traduction. Il y a quelqu'un qui fait. In regard to the movie, okay. we had a footage. Unfortunately, in English, it didn't come out okay. clearly. So we're working on it to revise it and make it more, to be more accessible. Open to the public. Okay. I understand your concern, really, because as you can see, in order for her to really express herself, she had to do it in Creole. And but we are working on it. Wait, so was that in Creole? Yes. Oh, okay, well that would explain I didn't understand it. Some of the testimonies were done in Creole. Okay, okay, I feel a bit better now. And it didn't come out. And I'm pretty sure once we edit it, and her daughter will send to the university. Oh, that's great. Okay. The copy. Okay. I think there is a copy that exists with some translation of subtitles. Okay. We just didn't have access to it for this particular presentation. So you would like to watch that? That'd be cool. Yeah. Okay. So I was just wondering if, like, are you still continuing the work in Haiti that you're doing now? Yes, okay. This is what this is the message. Okay. She's trying to send out. Okay. Right now, there's a big foundation that she's very active and very busy. Okay. And she's working and she's still traveling and to spread the word, because education is the key for prevention, and she's working continuously. Pour celles et ceux qui parlent pas l'anglais, la question était par rapport à la langue. Donc, elle a eu de la difficulté à comprendre, elle se demandait un peu pourquoi. Dans le fond, c'est parce qu'il y a une partie était en créole, un autre en français. Bon, donc, Madame expliquait qu'il y avait une version sous-titrée qui existait. La deuxième question était par rapport à votre travail actuel. Elle se demandait si vous travaillez encore en Haïti à la lutte contre le sida, le VIH-sida. Est-ce que tu travailles toujours en Haïti? Oui, mais bien sûr, parce que j'ai une fondation qui travaille là maintenant à plein temps. Je profite de cette occasion pour saluer une personne que je vois dans la salle, c'est le docteur André-Paul Vénor. Et ensuite, je vais vous présenter ma fille qui m'accompagne. Et pour les questions techniques, c'est elle qui va répondre. Et il y a Madame Greta Fief en tant que supporteuse de ma cause, donc elle m'accompagne aussi ici. Je continue à travailler dans la lutte contre le VIH-Sida justement parce que la fondation existe. J'ai près de 450 personnes vivant avec le VIH. J'ai 250 orphelins du sida. Et je suis en train de construire un village à ces morts que la communauté haïtienne a mis à ma disposition 6 carreaux de terre pour que je puisse construire la fondation. Donc, je vais avoir une clinique, je vais avoir 18 maisons de transit,
je vais avoir une école professionnelle et ensuite le bureau de la fondation sera là aussi. Donc c'est bien dommage qu'on n'aura pas le temps pour visionner les images. Là, et puis ensuite, comme vous le savez, le docteur Vénor est mon consultant et ma fille aînée qui m'accompagne toujours, qui est toujours avec moi. Donc pour les questions techniques, n'hésitez pas. Voilà. I'm going to quickly translate in English. Go ahead. So, Madame Siko was saying that she's actually still working in her fight against HIV/AIDS, and there's actually a village that's going to be constructed with a clinic and other facilities. And she acknowledged the presence of people who are dear to her, like her daughter, for example. Bonsoir. Je voulais juste d'abord vous remercier en fait pour le documentaire et je suis vraiment très impressionné par votre travail et je voulais juste le signifier. Donc un grand merci. J'avais une question en fait spécifiquement liée donc à Haïti et ma question est principalement axée sur les hommes qui ont des relations avec des hommes / homosexuels / gays, peu importe comment ces personnes peuvent s'identifier. Je me demandais comment vous, justement, concernant toute la prévention, comment vous travaillez à Haïti sur ces questions précises. Voilà. On a des programmes, on a des organisations qui offrent des services à la communauté LGBT en Haïti. Mais nous, au niveau du Bazar Tibonite, on a un programme centré sur la péréducation. On utilise les LGBT, précisément les bisexuels et homosexuels, pour sensibiliser, faire la prévention du comportement sexuel à moindre risque. C'est un groupe assez difficile parce que vous connaissez, comme une communauté comme Haïti, c'est pas facile. L'homosexualité, c'est tabou. Mais on a organisé une marche. La première organisation à avoir organisé une marche LGBT en Haïti, c'est nous, c'est avec nous. Donc, on sait qu'il y a encore beaucoup à faire, mais on est sur le chemin. Il y a quand même, on a réalisé pas mal de travail et on essaie de les aider en offrant des séances de formation, des ateliers de formation sur le renforcement et sur l'estime de soi et l'identité sexuelle. On essaie de voir comment les porter à s'assumer et offrir les services que l'organisation, comme la prise en charge médicale, CDV, conseil dépistage volontaire et prise en charge psychosociale, qui est vraiment, vraiment important. Et c'est bien. Merci. Je vous en prie. Madame Boussico, merci de votre présence, premièrement. Vous qui avez été la première femme à parler ouvertement de votre statut sérologique sur les ondes de la télévision haïtienne, est-ce que vous pourriez me dire si vous avez remarqué une certaine ouverture supplémentaire depuis, je crois que c'était 95 ou 96, par rapport aux gens d'aborder leur statut sérologique, que ce soit à la télévision ou à la radio, ou c'est encore à peu près quelque chose qui est aussi tabou que ça l'était? Il y a beaucoup plus de gens maintenant qui témoignent. Après mon émission à la télévision et à la radio, je suis en Haïti l'icône, comme on appelle ça. Donc, il y a beaucoup de gens maintenant qui témoignent, qui s'assument et qui s'acceptent. Par exemple, à la Fondation, j'ai des personnes âgées de 70 ans qui témoignent, des jeunes qui témoignent, des homosexuels qui témoignent, des bisexuels qui témoignent, des travailleuses de sexe qui témoignent. Maintenant, ça diminue un petit peu. Mais quand même, comme Michel a si bien dit, il y a beaucoup encore à faire. Voilà. Bonjour. J'avais moi aussi, je voulais vous remercier pour le documentaire que vous avez présenté. Je ne me rappelle plus exactement dans quelle année qu'il avait été, pas diffusé, mais qu'il avait été produit, monté, etc. Mais j'avais remarqué qu'à plusieurs reprises, on disait que l'une des portées d'action de votre organisme était de faire la promotion de l'abstinence et de la fidélisation des couples.
Et je me demandais si c'était encore quelque chose qui était présent dans vos actions ou si vous aviez changé votre message au final pour prendre en compte le fait que de plus en plus les personnes assument leur sexualité et qu'à partir de ce moment-là, et aussi que plusieurs études ont démontré que l'abstinence en tant que telle n'a pas tendance à être efficace au niveau de la prévention des ITSS à cause que... Bref, il y a ça. Et aussi, je ne sais pas si c'était une mauvaise compréhension de ma part, mais je semble avoir compris qu'à plusieurs reprises, on interchangeait VIH et SIDA. Et je me demandais si c'était vraiment quelque chose qui était présent dans le documentaire ou si c'était une perception de ma part et si une dissection plus claire avait été établie dans les discours futurs. Oui. Par rapport à l'utilisation du condom, on essaie de redéfinir les stratégies parce qu'on sait que les jeunes, qu'ils soient catholiques, ils ont quand même des rapports sexuels. I'm just going to translate in English for Okay. those who maybe did not understand the question. Okay. So he was wondering about the abstinence and the fidelity that was in the strategy in the movie. He was wondering if those strategies were still advocated for in the foundation. OK. Donc, je vais reprendre. On essaie de redéfinir les stratégies par rapport au message qu'on fait passer pour l'utilisation du condom, parce qu'on sait que les jeunes, ils pratiquent le sexe. Donc, même s'ils ne l'admettent pas, mais ils pratiquent le sexe. Donc, on essaie de dire, voici le condom. On ne vous envoie pas dans la rue à avoir des rapports sexuels, mais on vous demande de vous protéger. Que vous soyez catholique, âgé ou pas, on vous demande de vous protéger. Donc, c'est la stratégie qu'on utilise. C'est toujours difficile parce qu'il y a des programmes qui financent pas l'achat du condom, comme PEPFAR. Donc, mais on sait qu'on a besoin du condom comme moyen de protection contre le VIH. Donc, on essaie de redéfinir par des messages comment et promouvoir l'utilisation du condom. Donc, mais c'est toujours tabou parce qu'il y a des écoles où tu vas où on te dit carrément non. Dans les écoles catholiques, quand on fait des interventions, on te dit c'est abstinence. Mais à la fin, tu as beaucoup de jeunes qui viennent, qui te disent « Donnez-moi un condom, donnez-moi un condom, donnez-moi un condom ». C'est comme ça. I'm going to quickly translate. So basically, they try to redefine their strategies, and they actually know that people and young people do have sex, and they try to give condoms. And sometimes in school, for example, the discourse is around abstinence. But sometimes people ask them for condoms. So their strategy is more focused now on giving condoms. Bien sûr. Bonsoir tout le monde, je m'appelle André-Paul Venon, moi je suis médecin de santé publique, je suis un ami de Mme Boussico, puis bénévolement je l'accompagne dans beaucoup de choses. Moi je travaille comme consultant pour le ministère des Affaires étrangères du Canada pour son programme des Amériques. Je voyage de temps en temps en Haïti ou à distance, on travaille ensemble. Alors, je voudrais juste ajouter un élément à la réponse de Michel. C'est qu'il faut comprendre, dans le contexte haïtien, le travail ou le message de prévention doit toucher tout le monde. Donc, la notion d'abstinence, ce n'est pas juste une notion absolue, mais Mme Boussico a parlé tout à l'heure de retarder les rapports sexuels. Donc, en fait, on travaille avec les vaudouisants, on travaille avec les gens dans la rue, on travaille avec les églises. Donc, si vous avez juste un message qui est figé, il est très possible qu'il y a des communautés dans lesquelles vous ne pourrez pas pénétrer. En même temps aussi, il faut être pratique et concret. À l'heure qu'il est, la Fondation Esther Boussico fait face à des problèmes financiers très sérieux. Il y a des programmes qui sont en train d'être fermés, des activités qui sont interrompues. Or, il y a des financeurs qui disent, écoute, avec mon argent, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Donc, Esther est obligée d'essayer de toucher tout le monde, mais d'adapter le message de temps en temps en fonction de la communauté ou du groupe qu'on va toucher. Mais je profite pour finir pour faire un point que Mme Boussico n'a pas dit dans son intervention, c'est qu'avec sa fille qui est médecin, on parle beaucoup de ça aussi, c'est que malheureusement, l'université haïtienne est très, très peu impliquée dans la lutte contre le VIH-Sida.
parce que les quelques études qui sont faites par une ou deux grandes fondations, organisations qui reçoivent du financement de l'extérieur, mais c'est un peu des études pour la consommation internationale. Et on a une population qui est en mutation maintenant, ma génération qui a entendu parler de Katash, avec toute la stigmatisation, ce n'est pas la même génération qu'on a maintenant. Donc, on a besoin quand même, actuellement, l'épidémie est en train de se féminiser et en même temps de se ruraliser. Ce qui arrive, c'est qu'on fait des progrès en matière de prévention, la prévalence du VIH-Sida en Haïti, mais ce qu'on constate, le VIH est en train de quitter les villes pour pénétrer dans les milieux ruraux. Mais on a des études, des essais de vaccins, etc. Mais on a très peu d'études sociologiques, anthropologiques, qui peuvent aider à comprendre cette nouvelle génération, cette génération Y. Comment est-ce qu'on doit modifier les programmes, comme Michel a dit tout à l'heure, pour les toucher, pour les atteindre? Parce qu'en fait, à l'heure qu'il est, ça fait près d'une décennie, on est à un taux de prévalence de 2% et ça a stagné. Et actuellement, on pense qu'on est en train de perdre du terrain, et notamment dans le milieu rural avec le VIH-Sida. Donc, comme on est dans un espace universitaire, j'ai voulu attirer l'attention de l'assistance qu'il y a très peu d'accompagnement un peu scientifique dans la lutte contre le VIH-Sida en Haïti. Merci. Je vais vous raconter une petite histoire, un moment. Je me rappelle que chaque année, on fête le jour mondial du sida, j'organise une messe d'action de grâce avant de commencer et la marche. Et puis avant, j'ai été voir le prêtre qui m'a dit « Madame Boussiko, pas de préservatif, il ne faut pas prêcher de préservatif, etc. » J'ai dit « Mon père, ne vous inquiétez pas. » Et puis à la fin de la chose, j'ai dit « L'acte sexuel est un acte béni de Dieu, il faut le protéger. » Mais je n'ai pas dit comment. Tu vois? Donc je trouve toujours des mots exacts pour sensibiliser moi. Merci. I will briefly translate for those who did not understand. So, before a mass, she wanted to advocate for safe sex with condoms, and a priest said that he was objecting to this practice, and Madame Boussiko said, "Well, sex is a blessed act, so we have to protect it." But she did not mention how we should protect it. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tu traduis pour moi, Michel, je n'ai pas compris ce qu'il a dit. Ok, ok. Merci Esther et Michel, ça a été très intéressant. Ça me surprend en voyant le film. Je ne savais pas que ACTI fait du cinéma maintenant. L'Agence de coopération internationale d'Ottawa. Et ici au Canada, on est un peu scandalisé comment le gouvernement Harper a politisé l'ACTI. Et je me demande s'il y a eu une influence de l'ACTI, le donateur de fonds du film, sur les messages quelconques du film. Est-ce que l'agence de ACTI a été impliquée dans le message du film? Est-ce que l'agence a été impliquée dans le message film pour documentaire? Non, parce que... Non. Tu dis? Non, tu peux répondre. I'll quickly translate in English for those who don't understand. Basically, Dr. Wu was wondering if ACTI was involved in the message of the movie. Le message vous organisez a été pour influence sur la Or in the production. Je parle créole, on traduit. Ok. En général, moi, je ne parle créole, je fais intervention, mais Michel est là pour traduire parce que je veux laisser parler mon cœur. Quand ACTI est rentré en Haïti, moi, je voulais mettre VIM en évidence pour sensibiliser le maximum de monde possible.
Elle voulait utiliser son histoire pour sensibiliser le maximum de personnes possible. Lorsque l'ACDI rentré chez moi, je me demandé est-ce que vous avez financé le projet ça pour moi. Donc, quand ACDI est rentrée à Saint-Marc, elle a demandé est-ce que ACDI peut financer le documentaire. Ils m'ont dit oui et puis c'est tout. C'était ma vie. Yeah. In English, Madame Musiko really wanted to let her heart speak, and ACDI funded her project. En fait, je ne sais pas comment ça fonctionne par rapport à la politique en Haïti et tout ça, mais je me demandais la place que le gouvernement fait ou que la politique fait à la lutte contre le VIH. Est-ce que, je ne sais pas si la question est pertinente, mais voilà. Quickly in English, she was wondering what place does the government play in the fight against HIV/AIDS. Madame, vous avez une réponse? J'imagine que vous avez la réponse. On n'a pas une implication ponctuelle, on n'a pas quelque chose de concret, mais on sait qu'avec la note conceptuelle du Fonds mondial, on exige à ce que le gouvernement maintenant s'implique. Donc, c'est une recommandation du Fonds mondial que le gouvernement du pays s'implique. Dans la réforme des systèmes de santé, on exige que le gouvernement s'implique précisément dans cet aspect-là. Okay. Quickly in English. Oui. Je voudrais juste ajouter un point par rapport à la réponse de Michel. Comme moi, je travaille en Haïti, je travaille aussi sur les politiques de santé. Le problème, c'est que le Fonds mondial de lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et la maladie, connu en général ils exigent que quand le pays soumet une proposition, que le gouvernement s'engage à dire à quel niveau, à quel pourcentage il va financer les interventions de lutte contre l'épidémie. Mais en réalité, à chaque fois, on trouve toujours des excuses. On trouve de l'argent pour financer plein d'autres choses. On le met sur papier, mais quand il arrive le moment que le gouvernement doit apporter sa contrepartie, il y a toujours comme des excuses, des choses pour ne pas apporter cette contrepartie. Mais en général, les bailleurs de fonds sont assez, comme je dirais, pas compréhensifs dans le bon sens du terme, là, mais ils disent, bon, OK, on passe à la prochaine période. Alors, l'enjeu aujourd'hui, comme la Fondation Esther Musiko Stanislas, ils sont confrontés à des problèmes de financement, c'est qu'aujourd'hui, au niveau international, les financements pour les organisations comme ça baissent, surtout les petites organisations qui ne sont pas capables de participer dans les grands appels à projets. Donc, normalement, ils sont censés recevoir un appui du gouvernement, mais en général, ça n'arrive pas. Et je suis haïtien, je me permets de le dire, parfois même pour leur travail, et s'ils reçoivent des petits financements des bailleurs de fonds étrangers, parfois même des fonctionnaires veulent soutirer de ces financements pour faire autre chose. Donc, c'est une situation extrêmement difficile. L'État haïtien n'est pas encore au point à financer les interventions pour lutter contre l'épidémie. Donc, si aujourd'hui, le financement du Fonds mondial, et le Canada, il faut que vous le sachiez, est un contributeur important au Fonds mondial. Donc, si le Fonds mondial baisse son financement pour Haïti aujourd'hui, et le PEPFAR, le programme des Américains, il baisse, eh bien, on peut se ramasser avec des centaines de personnes atteintes du VIH/SIDA qui ne peuvent pas avoir du soin palliatif. Le médicament, ils vont toujours l'avoir, mais il y a d'autres appuis. Et on peut avoir d'autres, comment on les appelle, les enfants orphelins vulnérables du SIDA. Eh bien, écoute, on peut se ramasser avec beaucoup d'enfants qui n'ont pas d'appui, qui ne sont pas allés à l'école et qui n'ont pas de soins de service. Le temps passe assez vite. Il nous reste 4 minutes à la période de questions. Donc, je vous demande, il reste la place pour en prendre 2 autres questions, mais des questions assez brèves que Madame peut répondre. Merci.
Je tiens tout d'abord à féliciter Esther. Je suis Saint-Marcoise aussi, comme vous. Je la connaissais et ça me fait chaud au cœur ce soir de vous voir encore en pleine forme. Merci. Merci. Je suis aussi médecin. J'ai passé 21 ans à travailler en Haïti et j'étais dans un programme sur le VIH à l'hôpital général. Et la question que je voulais vous poser, c'est est-ce que, parce que de mon temps, on référait, c'était les organismes communautaires les organismes qui s'occupaient du VIH, qui donnaient de l'argent au ministère pour prendre en charge les PV-VIH. Je voudrais savoir, est-ce que ça tient toujours? Je sais que le ministère n'est pas tellement impliqué dans la lutte, mais est-ce que ça tient toujours? Est-ce que ce système prévaut encore en Haïti ou ce sont les organismes? Je savais que Gestio apportait. Et quand il y avait le programme de lutte contre le VIH à l'hôpital général surtout, il y avait un petit groupe qui travaillait. En tant que médecin de service, j'étais là pour recevoir les gens, mais c'est comme quand l'argent venait, il y avait un petit groupe qui s'occupait de ça, et c'était les organismes qui finançaient quand même le programme. Est-ce qu'il y a toujours... Je ne trouve pas le mot exact parce que je pense que ce n'est pas sérieux pour que ce soit un organisme qui finance le projet au niveau même de l'hôpital de l'Université d'État. Je ne sais pas si ça existe encore. Bon, ça n'existe plus parce qu'on a le programme de lutte nationale, le PNLS, de lutte nationale contre le VIH-Sida, qui a des fonds pour gérer le VIH et, je pense, la tuberculose. Gestio reçoit ses propres fonds. On a le PNLT pour la tuberculose, le PNLS pour le VIH-Sida, et Gestio reçoit ses propres fonds de ses bailleurs nationaux et internationaux. C'est plus ainsi. C'est tant mieux. C'est plus ainsi. Mais on a quand même des ONG qui sont là pour renforcer le ministère et donner les soins palliatifs, les services de base comme soutien médical, appui nutritionnel, les médicaments, l'accompagnement psychosocial parce qu'on a des accompagnateurs. Mais heureusement, c'est plus comme de ton temps. Parfait. Merci. Je vous en prie. Donc, il n'y a plus de questions. On peut clore comme ça. Non, il y en a une. OK. Rapidement, je voudrais féliciter Madame Boussiko pour le travail combien remarquable. Félicitations, c'est très bien ce que vous faites. J'avais une question en lien avec la stigmatisation, disons l'autostigmatisation des personnes vivant avec le VIH. Comment vous voyez que les organismes, parce que moi je suis intervenante de milieu à Gabvi, comment on peut travailler davantage avec les personnes vivant avec le VIH pour lutter ou pour, je ne sais pas, c'est quoi les solutions en fait, d'après vous, pour pallier en fait à cette autostigmatisation, donc la stigmatisation que les gens vivent en eux-mêmes face au VIH-Sida? C'est pour ça, depuis que l'homme t'a fait entrer dans le domaine, depuis la première fois que je témoigné, il m'a vécu avec lui, tu as le besoin, ou tu es capable peut-être de ça. Première intervention, moi, je dit, il faut que vous mettez des psychologues à la disposition de monde qui vivent avec VIH-Sida, qui peuvent aider à surmonter et accepter en tant que tel. C'est pour cette raison que depuis le tout début, au commencement, qu'elle a voulu témoigner, qu'elle a accentué sur le fait sur l'accompagnement psychosocial, l'importance de l'accompagnement psychosocial, pour les aider à s'assumer et pour les aider à vivre, surmonter le fait qu'ils soient séropositifs. Donc l'accompagnement psychosocial, on pense que c'est un plus pour éviter l'autostigmatisation. Parce qu'avec un bon accompagnement psychosocial, on peut surmonter cet aspect-là. Et voilà. Michel et Madame Boussiko, avez-vous quelque chose à dire pour conclure? On s'excuse parce que c'est en faisant la copie que le sous-titre n'est pas apparu. Donc, on s'excuse que certains
qui ne parlent pas le créole, qui ne parlent pas le français n'ont pas pu comprendre parce que c'est vraiment intéressant. On aurait voulu que tout le monde participe et que tout le monde comprenne. Donc, on s'excuse avant tout. Et on remercie l'université pour l'opportunité qu'on a eue aujourd'hui de nous présenter ici, de partager avec vous cette expérience. Merci beaucoup. C'est bon. Merci, madame. Bon, et la soirée tire à sa fin. Je tiens encore à vous rappeler, pour ceux qui sont intéressés à faire des dons, et il y a des formulaires qui sont disponibles dans la salle. Et aussi, on remercie tous ceux qui ont rendu possible l'événement, notamment la compagnie Vie, Soins de Santé, le rectorat de l'Université Concordia, John Forever pour le magnifique design des affiches, celui qui a fait l'affiche de Esther qu'on a diffusée dans les médias sociaux, qu'on a diffusée un peu partout. L'équipe des professeurs du cours VIH-Sida de l'université, et Karine Herlen et Grégory Rodriguez à Bolai. Les auxiliaires d'enseignement Florence Machessi et Nora Bockel-Buck, Thomas Rock, le directeur du projet sur le VIH, Yann, qui est l'organisateur en chef, coordonnateur des conférences, Viviane, la première personne à Gabvi, que j'ai parlé du projet d'inviter Esther, qui avait dit « Waouh, on y va ». Donc, c'est elle qui nous a soutenus. Tu t'attendais pas à cela, hein, que je dise ça. C'était ça l'histoire. Et aussi, remercier plus particulièrement le docteur Eddie Luissin et le docteur André-Paul Venot, qui est là avec nous, qui a été les personnes pivots qui ont fait le contact avec Esther, qui a convaincu Esther et qui a carrément, c'est grâce à ces deux messieurs-là, si le contact a été établi aussi efficacement avec Esther, qui ce soir nous a fait une très, très, très belle conférence. Et aussi un remerciement particulier aussi à Michelle Meillan, la fille de madame qui accompagne. Je me rappelle quand j'ai discuté avec elle à Port-au-Prince, ou bien je ne sais pas où, probablement c'était à Saint-Marc, qui était en voiture, et que je disais, elle m'a dit absolument, il faut que je sois accompagné par ma fille parce que c'est mon bois droit, il faut qu'elle soit là. On l'a vu aussi ce soir, la nécessité qu'elle soit là aussi. Alors, mesdames, messieurs, bonne fin de soirée. Merci beaucoup.